Je te passe un appel. Non, non, non. Est-ce que j'ai quelque chose écrit? Vas-y. Il va me sortir Il va me sortir un truc de malade. Un pays isolé de Danemark. Enfin, historiquement. C'est quoi? Isolé. Ah oui, historique. Donc l'idée c'est que vous puissiez présenter vos recherches en cours, également si vous souhaitez, sur la cérémonie à laquelle vous avez participé pour le 11 novembre, s'il y a des questionnements sur ce que vous avez vu, sur son déroulé, des choses qui vous ont étonné, le colonel pourra aussi vous répondre. Je suis très honoré et très ravi d'être ici et j'ai été, lorsque j'ai été informé de ce projet, ça a été immédiatement pour moi une évidence que j'avais accepté de venir devant vous. Et je pense que vous avez aussi beaucoup à m'apporter, puisque je conçois cette activité comme un échange et que c'est un petit peu un passage de flambeau entre générations qui vous appartiendra aussi à votre tour de relayer vers les générations futures, sachant que plus les guerres s'éloignent et plus c'est difficile. À certaines périodes de l'année, et c'est le cas évidemment autour du 11 novembre, l'aspect commémoratif, donc ce qu'on appelle le devoir de mémoire, ou tout le travail de mémoire sur l'histoire de nos conflits, où nous honorons nos morts partout où nous en avons, sur les différents champs de bataille bien sûr, mais également lorsque nous avons des morts dans certains pays pour des raisons diverses et variées. Et ici à Copenhague, l'histoire des gens qui sont enterrés ici est intéressante parce qu'elle est un peu atypique. C'est une histoire qui sort un peu des sentiers battus et sur laquelle j'imagine que vous avez déjà un petit peu réfléchi ou trouvé des choses, sinon je vous donnerai quelques indications. Avec Madame Lechat, sur cette question du Danemark en guerre, on avait, suite aussi à notre entrevue, vu 7 thèmes qui pouvaient vous permettre, à vous les élèves, de répondre à cette question du Danemark en guerre. Donc il y en a un premier sur la question de la neutralité, travaillé par Tim Mohamed et Raphaël. On a ensuite les morts civils danois dans la guerre, c'est Cécile, Maya, Anaïs. Les enjeux des frontières pour le Danemark, Christopher, Virgile, Cartan. L'engagement des Danois dans la guerre, plutôt du côté des civils, c'est Nadia, Leonora et Maggie qui ont traité ce travail. L'engagement des Danois dans la guerre vu du point de vue des combattants, donc Maria, Océane, Sama, et l'engagement des Danois dans la guerre, les combattants involontaires ou les malgré nous danois, qui sont notamment pour certains d'entre eux enterrés, on avait trouvé la piste du cimetière de Brennes et d'Aurillac, donc c'est Mathilde et Maria qui ont travaillé là-dessus. Mario, pardon, excuse-moi Mario. Et enfin, les Français enterrés au Danemark, donc on y était tout à l'heure, c'est Grégoire et Rémi. On démarre peut-être par la neutralité, Tim Mohamed, Raphaël. On a trouvé qu'en général, Danemark était neutre pendant la guerre, mais c'est une neutralité qui était contrastée vu qu'ils ont quand même eu des pertes. Donc pendant cette neutralité, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commerce danois ne fonctionnait pas aussi bien, parce qu'il y avait des batailles navales et donc des navires coulés, etc. Et puis ils ont perdu 6000 hommes qui combattaient pour la ligne allemande. Alors commencer par la neutralité, c'est important ici au Danemark parce que c'est quelque chose, c'est un concept que l'on retrouve à travers l'histoire danoise à plusieurs reprises. Alors après, je laisse aux historiens danois le soin de savoir si c'est une bonne politique pour le Danemark d'être neutre lors d'un conflit qui engage tous leurs voisins. Et est-ce que finalement c'est une attitude politique responsable et bénéfique, ou est-ce que c'est une politique qui finit par coûter cher et qui dénote une approche, un manque de solidarité vis-à-vis un manque de courage politique de prendre parti avec un camp ou l'autre? Alors comment vous avez perçu ça, vous, dans vos recherches sur la neutralité dans la Première Guerre mondiale? Quels ont été, à votre avis, les facteurs qui ont déterminé la neutralité du Danemark? Pourquoi le Danemark n'a-t-il pas pris parti pour l'un ou l'autre camp? On s'est posé la question, on voulait aussi vous poser la question donc si c'était une bonne politique à gérer ou pas, mais vous avez dit que vous laissez aux historiens danois. Mais je pense que le Danemark a resté neutre simplement parce qu'il ne voulait pas engager toute son armée dans la guerre, et ça aurait fait beaucoup de pertes, et puis il ne savait pas
de quel côté il voulait plutôt se mettre. Donc enfin, pas parce qu'il n'osait pas, mais il ne voulait pas s'engager d'un parti, du côté allemand ou du côté français, parce que comme ça, il détruirait les relations politiques. C'est pas aussi pour les raisons de commerce, parce qu'ils étaient partenaires avec l'Allemagne et les Britanniques, donc qui étaient de chacun de leur côté. Le commerce, les enjeux économiques, vous l'aviez d'ailleurs évoqué, Oui, c'est vrai que ça a été une des conséquences. Il y a eu un certain enrichissement d'hommes d'affaires. Alors ça, on peut appeler ça aussi des profiteurs de guerre. On en trouve, il n'y a pas que dans les pays neutres que ça se produit. Il y a également des hommes d'affaires qui font d'énormes profits pendant les conflits en étant dans un pays qui est engagé dans un camp ou dans l'autre. Mais c'est vrai que ça permet à un pays qui est neutre de faire des affaires avec les deux camps. Mais il y a toujours une combinaison de causes. Et parmi ces causes, il y a la géographie. On est toujours prisonnier de sa géographie, on ne choisit pas ses voisins, on ne choisit pas si on a des voisins qui sont envahissants, agressifs, ou si on a des voisins plus calmes. On ne choisit pas si on est entouré de frontières vulnérables avec des axes de pénétration faciles pour l'agression d'un pays voisin, ou si on a des frontières naturelles très protectrices. On ne choisit pas si on a une côte très exposée, ou si on a voilà. Donc la géographie joue un rôle assez déterminant. Mais il y a aussi l'histoire. Et donc il faut revenir en arrière. Je l'évoquais à l'instant, 1864 pour le Danemark, mais pour la France également. On parle d'ennemis héréditaires. Bon, les conflits, la France a été très longtemps opposée à l'Angleterre dans une période plus ancienne, puis ça a été l'Allemagne à de nombreuses reprises. Donc c'est bien d'avoir le devoir de mémoire, c'est bien aussi de réfléchir aux leçons et d'adapter ces leçons aux réalités pour éviter les frustrations. Alors, est-ce qu'on peut passer du côté, on était donc sur les civils, des combattants, donc volontaires d'une part, et les malgré nous danois d'autre part. Maria Oceanifana sur les combattants volontaires. Donc un Danois remarquable parmi les soldats danois, c'est volontaire, c'est Thomas Dinesen, qui est le frère de l'écrivaine danoise Karen Blixen, et qui a reçu la croix Victoria, une médaille britannique, pour sa participation à la bataille du 18 août 1918 à Vimy. Et il a plus tard écrit un livre qui s'appelle No Man's Land. Et on avait des questions parce qu'on a fait des recherches sur le mouvement anti-allemand qui s'appelle la Société danoise des ambulances auxiliaires. Mais on n'a pas vraiment trouvé de... Ce que je pense intéressant dans un premier temps, c'est de souligner l'argument, alors vous dites le ressentiment anti-allemand, oui, on peut le formuler comme ça, on peut le formuler aussi comme une sorte de frustration par rapport aux positions officielles du gouvernement danois de neutralité. Vous avez beaucoup de militaires danois qui n'ont pas accepté que leur armée n'ait pas le droit de participer au conflit. Et certains pilotes étaient des pilotes danois. D'ailleurs, un des Danois qui figure sur le monument aux morts, je ne sais pas si vous avez trouvé ce monument, un monument aux morts qui se trouve en banlieue parisienne, à Rueil-Malmaison, et qui porte les noms de tous ces Danois morts pour la France, en s'étant engagés pour la défense de la France par la Légion étrangère. À la suite de la cérémonie lundi 11 novembre, on a conclu qu'en fait tous les Français morts au Danemark étaient dans le cimetière de Assisten Kierkegaard, le premier et le deuxième. Non, c'est faux. Pas seulement. Non. Justement, on avait cette Voilà, question. Voilà, mais cette question est très pertinente. À l'issue de la réception à l'ambassade, je suis parti dans un véhicule qu'a mis à ma disposition, moi et mon assistant, à Helsinger, honorer les tombes de nos soldats qui sont enterrés à Helsinger. Il y en a 40. 40 ici. Donc il y en a 40 à Helsinger. Si vous y allez, sur la hauteur du cimetière, il y a une grande pyramide avec les tombes tout autour en arrondi. Et c'est sur les mêmes causes qui ont amené ces soldats français à reposer à Helsinger, puisqu'ils ont été rapatriés en bateau. Pourquoi les soldats qui étaient tombés en prison
été emmenés au Danemark avant de... Alors, je n'utiliserai pas le terme en prison. Parce que quand on dit en prison, ça évoque un malfaiteur, quelqu'un qui a enfreint la loi, qui est arrêté par la police pour des raisons de droit commun, et qui est emprisonné pour purger une peine, une faute commise. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. On a affaire au droit de la guerre, et quand on est engagé dans les hostilités militaires, tous les soldats qui portent l'uniforme combattent en ennemi, et lorsqu'ils sont capturés, ils sont traités comme des prisonniers de guerre. Les gens qui ont été faits prisonniers par les Allemands sur les champs de bataille français ont été en général envoyés en Prusse orientale. Et là, il y a un certain nombre de camps dans lesquels ils ont survécu pendant toute la durée de la guerre. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu beaucoup d'évasions et de Français qui aient pu rejoindre le front, parce que c'était loin, froid et compliqué. Mais donc ces prisonniers-là ont dû attendre l'armistice pour être libérés. Et l'armistice est intervenu donc le 11 novembre 1918. Et si vous regardez les tombes, vous allez regarder peut-être attentivement les plaques qui sont sur les tombes des cimetières, elles sont toutes postérieures à la date du 11 novembre 1918, donc autour du mois de janvier 1919, voire un peu plus tard pour certaines. Pourquoi ? Parce que c'est la Croix-Rouge qui a organisé le rapatriement de ces camps, de ces prisonniers, qui n'est pas d'ailleurs que les Français, mais beaucoup de Russes aussi ont été faits prisonniers sur le front de l'Est, puisque c'était une guerre mondiale. Et on a donc rapatrié nos soldats, les Belges et les Français, ensemble, sur des bateaux. Voilà, un des bateaux, en fait, il s'appelle le Réval. Il s'appelait l'empereur Nicolas II avant. Ce type de bateau à vapeur, c'est un bateau hôpital qui était dans une compagnie danoise, Oskasiastisk compagnie, donc un armateur danois, en 1918. 1919, et qui a été affrété par la Croix-Rouge pour aller chercher les prisonniers français et belges et les ramener chez eux. Beaucoup étaient très malades, sont morts pendant le trajet, ou étaient très malades à l'arrivée, ont été immédiatement transférés à l'hôpital de Copenhague, l'hôpital militaire de Copenhague ou à l'hôpital civil, et ils sont morts dans ces conditions. Donc certains sont morts en mer, d'autres sont morts dans l'hôpital, mais ils ont tous été enterrés ici, puisqu'ils n'ont pas réussi à rejoindre leur patrie. Le travail de mémoire que nous faisons et les commémorations que nous faisons sur nos tombes ici à Copenhague, avec quelques tombes de soldats, il est évident que mon camarade, l'attaché de défense danois en poste à Paris, le colonel Jens Ole Rossen-Jorgensen, que je connais très bien, qui a fait des études militaires en France et qui fait le même métier que moi, mais auprès de son ambassadeur du Danemark à Paris, lui prévoit et prépare avec le ministère de la Défense français des festivités, des commémorations du premier conflit mondial et du deuxième d'ailleurs, sur les tombes et les monuments en France où repose en honneur des soldats danois. Ils sont obligés de combattre pour l'Allemagne même si leur pays d'origine est neutre. Et certains soldats danois désertent même l'armée allemande et vont se réfugier au Danemark parce qu'ils ne veulent vraiment pas combattre pour les Allemands. Mais la plupart, ils restent combattre pour les Allemands malgré eux. Et la plupart des soldats morts sont enterrés en France puisque le combat se passe en France. Par exemple, au cimetière de Brennes, il y a 79 soldats danois enterrés. Et il y a aussi un mémorial pour les soldats danois avec les noms des soldats morts. Si on parle des malgré nous en français pour évoquer le sort des combattants du Jutland qui ont été engagés sous les couleurs allemandes, on part du principe qu'ils l'ont fait contre leur gré, puisqu'ils auraient préféré lutter contre l'Allemagne ou rester tranquillement chez eux, mais on les a incorporés parce qu'ils étaient sous domination allemande. Et le terme de malgré nous n'a pas été inventé pour eux. On l'applique au cas danois par analogie, par similitude, parce qu'on considère que c'est un sort très parallèle à d'autres provinces qui ont été dans une situation équivalente. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ou a-t-on, pour la première fois, en France, commencé à parler des malgré nous ?
Quels sont les Français Quels qui sont auraient les- pu être... Les Alsaciens. Voilà, donc c'est l'Alsace et la Lorraine. L'Alsace-Lorraine a été tantôt française, tantôt allemande. Au fil des conflits mondiaux, elle a changé de camp à plusieurs reprises. Parfois, les Alsaciens qui se sentaient plus français se sont retrouvés contraints de lutter contre la France sous uniforme allemand, et c'est ce qu'on a appelé les malgré nous. Et c'est donc cet exemple qui parle aux Français, les malgré nous alsaciens. On a tiré une comparaison, on a étendu cette appellation aux Danois qui, dans les duchés, étaient dans une situation assez comparable. Par rapport à la cérémonie. La cérémonie, oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de discours? Ah, alors, effectivement, sur... qu'on nous pose souvent. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas de réponse ferme, satisfaisante à vous donner liée à cette commémoration en particulier. C'est vrai que sur certains champs de bataille en France, on peut prononcer des discours, que dans certaines autres cérémonies faites par d'autres pays, on prononce des discours. Il se trouve que là, c'est un choix qui dépend de l'ambassadeur et des organisateurs, parce qu'en fait, c'est co-organisé par l'ambassade de France et par les associations, notamment l'association du Souvenir français, des Danois, et du DADV, donc des soldats alliés. Je pense que l'an prochain, l'ambassadeur m'a déjà chargé d'y réfléchir, donc on commence à regarder dans les détail comment on va faire. Est-ce que ça va se traduire par un discours sur les tombes à l'ambassade, ou est-ce que ça va être un autre type de manifestation organisée ailleurs, exposition ou conférence? Il y aura probablement, même certainement, une cérémonie très différente l'année prochaine. Et alors après, est-ce qu'on reviendra sur cette cérémonie simple, qui est un choix de la France? On a plus de simplicité que d'autres pays. Ça a aussi ses vertus. Alors, mais c'est intéressant d'entendre cette question, parce que si vous considérez que ça n'est pas satisfaisant, c'est un argument qu'on peut écouter et entendre et essayer de porter à la connaissance de l'ambassadeur pour que ce soit, pour faire évoluer les choses. Rien n'est figé.